Parfait. Bonjour à tous. Merci Macha pour cette introduction. Donc effectivement, depuis 2023 avec, FNE Haute-Savoie, on travaille sur le projet Au Feu, donc qui est un projet, financé par l'ADEME pour une période de 3 ans et qui est un projet, d'observatoire et de sensibilisation à la problématique, du brûlage à l'air libre, de végétaux. Donc il concerne avant tout le plan de protection de l'atmosphère, de Grenoble-Alpes-Dauphiné, qui est envisagé comme un territoire test, mais qui pourra éventuellement, se déployer sur d'autres territoires, sensibles qui pourraient être concernés, par cette problématique. Donc finalement, le projet Au Feu, c'est un projet avec un double objectif, donc à la fois de réaliser un état des lieux de la situation de brûlage au sein du PPA et dans le même temps, d'informer et de sensibiliser, les acteurs qui peuvent être concernés, donc les collectivités, les professionnels, le grand public, aux enjeux du brûlage et aux alternatives existantes. Donc, pour réaliser l'état des lieux, l'objectif, c'est de faire intervenir la participation citoyenne, donc en s'appuyant sur un outil participatif qui est propre à FNE, Sentinelle de la Nature. Et cet outil, il permet de récolter sur plusieurs années de la donnée environnementale sur le phénomène par le biais de campagnes participatives. Et donc, cette donnée, elle va permettre de recueillir plusieurs informations notamment sur les caractéristiques, des brûlages, qui vont être observés. Donc, par exemple, les types de végétaux brûlés, la récurrence, le cadre dans lequel intervient le brûlage également, mais aussi sur leur localisation. Et donc c'est des données qui sont assez intéressantes puisqu'elles permettent de mieux appréhender le phénomène, mais aussi de mieux comprendre comment il s'inscrit dans le territoire. Et le volet information et sensibilisation, lui, il doit permettre donc, à travers la mise en œuvre de campagnes de communication, assez classique, mais aussi la création, d'outils pédagogiques. Donc on a réalisé une exposition sur la thématique, du brûlage, mais aussi un kit, pédagogique, un stand pédagogique. Heu, L'idée, c'est de faire prendre conscience des enjeux, du brûlage, mais aussi de la réglementation parce que c'est des éléments qui sont souvent trop méconnus, du grand public, mais aussi parfois des professionnels, voire, des collectivités. Et donc de pouvoir valoriser également les solutions, locales, qui existent, dans le territoire et de faire évoluer les comportements vers des pratiques, plus vertueuses. Donc pour entretenir leur jardin, les ménages doivent gérer différents types de résidus végétaux. Donc ici, quand on parle de résidus végétaux, on entend, les feuilles mortes, les tontes de gazon, les tailles de haies, et d'arbustes, les résidus d'élagage. Et selon l'étude de l'ADEME, qui a été menée par le Crédoc en 2023, on observe que dans la gestion de ces différents végétaux, le compostage arrive en tête avec des personnes qui compostent en grande majorité à leur domicile, notamment quand elles ont, un jardin et de façon, plus marginale sur une plateforme de compostage collectif. Et donc cette gestion, elle est suivie de près par, l'apport en déchetterie qui reste, encore, assez, une solution assez, massive pour gérer les déchets verts. Et viennent ensuite donc le recours à un service de collecte en porte-à-porte, le brûlage à l'air libre avec 15 des réponses, et le chauffage et enfin le broyage qui reste, finalement encore marginal. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est les 15 des répondants qui déclarent brûler, au moins un type de déchet vert. Donc c'est un chiffre qui a relativisé puisque si 15 déclarent brûler, 45 des répondants, déclarent eux, observer la pratique dans leur voisinage. Et donc sur ces 45, il y en a 22 qui estiment que cela ne les gêne pas. 18 déclarent, que cela les gêne, mais qu'ils ne l'ont jamais signalé. Et enfin, 5 l'ont déjà signalé, à la mairie ou à la gendarmerie. Donc cela représente, 830 000 tonnes de résidus verts, brûlés annuellement, en France, par les particuliers. Donc ici, on a un petit état des lieux de la pratique du brûlage, donc toujours à partir, de l'étude de l'ADEME. Sur le diagramme de gauche, on a posé la question, quelles sont toutes les raisons qui vous incitent à brûler à l'air libre, vos déchets végétaux? À 378 personnes, qui ont déclaré, brûler, au moins un type de résidu vert. Et on voit bien que l'aspect pratique, donc qui comprend la facilité,
d'avoir recours au brûlage, le fait, d'avoir du matériel, adéquat à disposition, donc par exemple un incinérateur, mais aussi le gain de temps, est cité en tête des motivations. Et ce qui est intéressant, c'est de voir également la part, relativement importante du manque ou de la méconnaissance de solutions alternatives, qui représente quand même 30 des réponses. Et on comprend finalement que c'est un levier d'action, non négligeable pour pouvoir, diminuer le recours au brûlage. Donc il faut, sensibiliser en fait, massivement aux solutions, qui existent, localement. Et sur le graphique de droite, on voit les réponses de 2 182 répondants qui ne pratiquent pas le brûlage à l'air libre. On leur a demandé pourquoi et on voit bien que la réglementation en vigueur, avec certainement la contravention, qui peut être appliquée, est un frein important à cette pratique. Et si la notion de pollution concerne, 35 des réponses, l'impact sanitaire, lui, arrive seulement en sixième position. Donc là encore, hein, on a un levier possible, de communication et de sensibilisation, notamment sur les impacts, nocifs des émissions liées au brûlage, qui restent finalement, encore méconnus. Donc on l'a déjà évoqué, mais le brûlage des végétaux, c'est une pratique extrêmement polluante, notamment parce que la combustion de végétaux libère, des polluants atmosphériques nocifs pour la santé, notamment des particules fines, donc les PM2,10 et les PM2,5, entre autres, composés cancérigènes. Et la pratique est d'autant plus polluante que la combustion des déchets verts est souvent réalisée dans de mauvaises conditions, donc notamment lorsque les végétaux sont humides ou encore quand ils sont réalisés en tas, donc quand la combustion, n'est pas optimale finalement. Et la toxicité peut également être accrue si les végétaux sont accompagnés par d'autres types, de déchets. C'est notamment le cas, avec, le bois traité, le plastique, les produits phytosanitaires. Et en fait, la composition, des fumées est très variable et elle dépend de beaucoup de facteurs. J'en ai listé quelques-uns ici, donc la composition, la structure et la densité du combustible, mais aussi les conditions dans lesquelles le feu est réalisé, donc l'intensité du feu, l'aération, l'humidité, la durée aussi, et le type de combustion, donc qu'elle soit, vive avec un feu flambant ou lente avec un feu couvrant. Et finalement, la composition des fumées, elle va aussi beaucoup varier, selon la distance par rapport au foyer de combustion. Et donc pour illustrer un peu tout ça, notamment l'importance des émissions, de particules fines, on peut garder en tête que le facteur d'émission de PM2,5 associé au brûlage de résidus végétaux, il est relativement important, de l'ordre de 8 grammes par kilo de résidus verts brûlés, comprenant les branches et les feuilles. Donc par conséquent, si on brûle 50 kilos de résidus végétaux, on émet 395 grammes de PM2,5. Donc comme ça peut paraître un peu abstrait, mais on peut l'illustrer en montrant que brûler 50 kilos de résidus végétaux, ça équivaut à 3 mois de chauffage au fioul, 18 000 kilomètres parcourus en voiture, ou encore, 70 à 920 allers-retours, en déchetterie. Donc finalement, c'est non négligeable. Donc brûler ces végétaux participe à la pollution de l'air, OK. Pour avoir un ordre de grandeur, selon le CITEPA, donc une étude, de 2021, plus de 6 des émissions annuelles, de PM2,5 du secteur résidentiel sont liées aux feux de déchets verts. Donc c'est un chiffre qui peut peut-être paraître un peu dérisoire, mais avec des impacts, sanitaires très forts et surtout un chiffre national qui cache, des disparités importantes et qui peut être, beaucoup plus élevé dans certains territoires, mais aussi à certaines périodes de l'année. Et donc l'enjeu, c'est que ces impacts sanitaires, ils sont trop souvent méconnus, notamment du grand public et que finalement les personnes qui ont recours au brûlage, elles ont pas forcément conscience, des effets sur leur propre santé. Mais aussi des effets sur les personnes qui se trouvent à proximité du feu et bien souvent ça peut être, leurs proches, leur voisinage. Donc il faut rappeler que l'exposition à la fumée, même à de faibles taux de concentration, elle est responsable de 4 300 décès prématurés, par an en région Auvergne-Rhône-Alpes, qu'elle peut provoquer des maladies chroniques cardiovasculaires, respiratoires, voire des cancers et réduire de 8 mois environ l'espérance de vie. À droite, je vous ai mis un document qui a été, réalisé par, Céline Lavie justement, qui est ici présente.
C'est un document qui est assez intéressant puisqu'il s'agit d'une mesure qui, cette fois-ci, est illustrée. Donc c'est un tas de branchages divers d'environ 110 mètres cubes qui a été brûlé, lors d'une fête de village et grâce à un microcapteur mobile, prêté par la Captothèque d'Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, Céline a pu, mesurer les émissions de particules, hem, qui, heu, qui étaient, qui émanaient du feu. Et donc on voit bien que, les concentrations sont extrêmement importantes, hein. Elles dépassent, le seuil extrêmement mauvais de l'indice Atmo, de la qualité de l'air. Et donc finalement, tout ça pour vous dire que le capteur mobile de la Captothèque, ça peut être un assez bon moyen pour, sensibiliser les usagers, à la pollution atmosphérique, donc pas seulement concernant le brûlage. On peut l'emprunter gratuitement pour une période de 3 semaines et réaliser, différentes mesures dans son quotidien. Donc peut-être que ça permet une prise de conscience, grâce à une approche un peu plus ludique. Et donc bien sûr, il y a d'autres impacts à la pratique du brûlage. On va pas trop rentrer dans le détail, mais notamment sur le risque incendie, surtout lors de périodes sèches ou de grands vents. Le brûlage peut également occasionner une gêne plus ou moins importante pour le voisinage, hein, qu'elle soit olfactive ou visuelle. Et on peut aussi évoquer la perte de visibilité lorsque le brûlage est réalisé proche d'un axe routier. Et enfin, indirectement, puisqu'il participe à la pollution de l'air, le brûlage représente un coût financier important, puisque 4,3 milliards d'euros seraient dépensés chaque année en France à cause de la pollution de l'air, notamment dans le cadre de la baisse de rendement agricole, de la perte de biodiversité ou encore de la dégradation et de l'érosion du bâti. Donc, je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Élodia Bonnel, qui va vous présenter le cadrage réglementaire de la pratique du brûlage de végétaux et revenir un petit peu sur la notion des cas particuliers de l'obligation légale de débroussaillement. Merci Emma, bonsoir à tous. Donc moi, je vais effectivement vous faire un petit intermède juridique, on va dire, hein, sur le volet brûlage des déchets verts. Alors, on a fait le choix en fait de pas rentrer, de pas vous refaire un point sur toutes les réglementations européennes, nationales. L'idée étant vraiment de vous évoquer le cadre juridique applicable, en Isère, hein, directement sur notre territoire. Donc, on va plutôt faire un petit focus sur les arrêtés préfectoraux applicables. Donc, juste pour, voilà, on dressait, planter le décor, effectivement, l'interdiction de brûler les déchets verts, elle, sort pas de nulle part. On a pas mal de réglementations au niveau européen, dont notamment une directive, de 2008, qui impose, on va dire, aux États de surveiller la qualité de l'air, d'informer les populations, de ne pas dépasser certaines valeurs limites de concentration en polluants. Alors, il faut savoir que les directives sont des textes un peu particuliers. En fait, ils, engagent les États, en termes d'objectifs à atteindre, c'est-à-dire que les États doivent atteindre un certain nombre d'objectifs et après les États ont le choix de décider des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Alors, on a, parmi un des outils, on va dire, utilisés, c'est mis en place justement pour répondre à ces exigences de la directive de 2008. On a mis en place notamment les plans de protection de l'atmosphère, donc les fameux PPA, qui, pour, rappel, sont des documents de planification qui ont pour objet justement de ramener à l'intérieur d'une zone définie la concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites. Ces, plans donc sont élaborés par l'État et ils, contiennent notamment des informations relatives, aux dispositifs de surveillance de la qualité de l'air, des inventaires des principales sources d'émissions de polluants, des actions aussi à engager pour pour essayer de réduire justement les pollutions. Alors en Isère, certainement vous le savez, hein, déjà, on est concerné par 2 PPA, donc le PPA de l'agglomération, lyonnaise et le PPA donc approuvé en 2022 et le PPA Grenoble-Alpes-Dauphiné, également révisé et approuvé en 2022. Alors, quelle est la réglementation applicable sur notre territoire? Ce qu'il faut avoir garder à l'esprit, c'est que le principe, c'est l'interdiction de brûler. Alors, l'interdiction de brûler,
quoi? En fait, l'arrêté qui est assez précis, c'est un arrêté de 2013. Ils, sont concernés par cette interdiction l'incinération des déchets verts, végétaux coupés ou sur pied, quelle que soit leur teneur en humidité, à l'air libre ou à l'aide d'un incinérateur individuel. Donc ça, il semble important de le rappeler puisque voilà, on a, tous les types de voilà, de végétaux sont concernés, on ne tient pas compte de la teneur en humidité. Alors le principe général, c'est l'interdiction. Néanmoins, et c'est toujours, comme ça en droit, et le principe fait l'objet d'exceptions. En la matière, donc, il est possible de déroger à cette interdiction à titre exceptionnel, pour des raisons sanitaires, plus précisément pour lutter contre des organismes nuisibles. Donc si les personnes veulent se prévaloir de cette, dérogation, en fait, voilà comment ça fonctionne. En cas de suspicion d'organismes nuisibles, donc réglementés, hein, qui sont visés par des textes, les personnes ont l'obligation de déclarer auprès des services de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture, de la forêt, heu, la présence éventuelle de ces organismes nuisibles. Les services, de la DRAF, donc, vont ensuite confirmer la présence ou non de ces organismes et vont, si c'est confirmé, délivrer une notification de contamination. C'est la délivrance de cette notification de contamination qui vaut dérogation, en fait, à l'interdiction de brûler. Alors ça, on va dire, c'est le régime général. Donc c'est un arrêté, hein, de 2013, hein, qui est toujours en vigueur en Isère, qui s'applique. Mais cet arrêté, en fait, ne concerne pas les activités agricoles et forestières. En effet, en fait, on a un autre arrêté qui, a été, qui est assez récent, qui date de juillet 2024 et qui encadre justement le brûlage réalisé à des fins agricoles ou forestières. À titre, indicatif, sachez que cet arrêté abroge les 2 arrêtés précédents. Donc il y avait un arrêté de 2016 et un arrêté de 2018 qui modifiait justement cet arrêté de 2016. Donc aujourd'hui, ces 2 arrêtés n'existent plus. Il faut que vous preniez en compte l'arrêté du 11 juillet 2024. Vous aurez de toute façon toutes les références dans le diaporama. Donc les déchets, on va dire concernant les végétaux, c'est le même champ d'application que l'arrêté dont nous venons de parler. Donc il s'agit toujours des déchets verts, végétaux coupés ou sur pied, quelle que soit leur teneur en humidité. Mais, là, ce qui nous intéresse, c'est l'incinération donc, de ces, déchets verts, dans le cadre d'activités à des fins agricoles. Alors, le texte précise, hein, ce qu'on entend par des fins agricoles. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Donc c'est assez clair, il n'y a pas de doute sur la question, hein. On voit très bien dans quel cadre, quel est le champ d'application de cet arrêté concernant l'incinération à des fins agricoles. Cet arrêté concerne aussi l'incinération à des fins forestières. Dans ce cas-là, il faut avoir à l'esprit que ça concerne aussi bien les exploitants forestiers que les propriétaires ou les ayants droit. Donc ce sont, les déchets verts concernés sont des végétaux ligneux ou ligneux. Alors, concernant les activités agricoles et forestières, les incinérations à des fins agricoles ou forestières, en dehors du périmètre du plan de protection de l'atmosphère, des plans de protection de l'atmosphère, il n'y a pas d'interdiction de brûler. Néanmoins, au sein du périmètre du plan de protection de l'atmosphère, l'interdiction de brûler, et d'incinérer donc,
s'applique. Donc cette interdiction fait l'objet de dérogations, comme on a pu le voir précédemment. Des dérogations pour lutter contre les organismes nuisibles ou des plantes invasives. Pour lutter contre les organismes nuisibles, c'est le même principe, le même dispositif que ce que je vous ai exposé précédemment. Et pour lutter contre les organismes, les plantes invasives et les autres organismes nuisibles qui ne sont pas visés par le même dispositif, il faut que la personne fasse une demande auprès de la direction départementale des territoires au moins 15 jours avant la date de brûlage. Et c'est l'absence de réponse de l'administration dans un délai de 21 jours vaut décision implicite d'acceptation. Ces dérogations, elles sont valables 1 an et sont renouvelables. Une autre dérogation, entre guillemets, euh, concerne en fait les zones qui sont soumises à l'obligation légale de débroussaillement. Il est possible donc de brûler, d'incinérer des végétaux ou des déchets verts en l'absence de toute autre solution technique. C'est ce que dit l'arrêté. Alors, il faut savoir que l'obligation légale de débroussaillement, elle est encadrée par un arrêté préfectoral de 2013. Et l'objectif de ce dispositif est avant tout de prévenir le risque incendie. Mais on va dire, la mise en œuvre de cette obligation légale de débroussaillement présente un intérêt aussi en termes de prévention de la pollution, puisque des incendies, des incendies de massifs forestiers dégagent d'importantes particules. Donc voilà, il y a des enjeux en termes concernant la prévention de la pollution qui sont liés justement à l'exécution de cette obligation légale de débroussaillement. Alors, il faut savoir qu'en fait, lorsque vous exécutez cette obligation, les rémanents ne peuvent pas être laissés sur place. Naturellement, il est conseillé de ne pas les brûler. Soit ces rémanents sont broyés sur place, soit ils sont évacués. Mais il arrive qu'il soit impossible ou très difficile en fait d'évacuer les rémanents. Dans ce cas-là, il est possible de demander une dérogation auprès des services de l'État. Cette possibilité donc de brûler les déchets verts, les rémanents dans le cadre d'une obligation légale de débroussaillement doit rester de l'exception, hein. Ça concerne par exemple lorsqu'on est en face à de gros volumes, lorsqu'on a des difficultés lorsque le terrain est difficilement accessible. Et ce brûlage, il doit être en principe réalisé en présence du service départemental d'incendie et de secours. Euh, Cet arrêté de 2013, il sera à terme amené à être, il sera certainement retravaillé. C'est un arrêté qui est ancien, qui n'est pas forcément, on va dire, adapté aux enjeux actuels. Donc voilà, il faut avoir une vigilance particulière concernant la mise à jour de ces arrêtés préfectoraux. Sachez que si vous avez des questions justement sur la mise en œuvre de cette obligation légale de débroussaillement, une formation sera organisée prochainement par la direction départementale des territoires sur cette thématique début décembre. On pourra vous communiquer ultérieurement la date de cette formation. Enfin, dernier point, donc on a vu qu'on avait, on va dire, un régime général. Le principe, c'est l'interdiction. Concernant l'incinération à des fins agricoles ou forestières, on a un régime particulier qui s'applique. Mais on va dire, quel que soit le cas dans lequel nous nous trouvons, il est strictement interdit de brûler, donc de réaliser des incinérations, lors d'un épisode d'alerte de pollution atmosphérique sur les communes qui sont situées en zone de dépassement du niveau d'alerte. Si vous voulez justement vérifier si on est en épisode d'alerte de pollution atmosphérique, vous pouvez consulter le site d'actualité de la préfecture.
Je vous ai inséré le lien voilà, dans le diaporama, donc vous pourrez retrouver très facilement la page. Si, on va dire, s'il est autorisé, on va dire, de brûler, il faut savoir qu'à moins de 200 mètres des bois et forêts, et à l'intérieur de ceux-ci, on a l'obligation de respecter la réglementation de l'emploi du feu. Cette réglementation, elle est prévue par un arrêté préfectoral de 2017, donc je vous ai mis les références dans le diaporama, qui a fait l'objet de modifications en, en avril, a été modifié, pardon, voilà, par un autre arrêté, dont je vous ai mis aussi les références. Alors, il existe aussi lorsqu'il y a un brûlage, lorsqu'on réalise un brûlage dans le cas d'activités agricoles ou forestières, il y a un certain nombre de prescriptions qui doivent être appliquées. Ces prescriptions, elles sont prévues par l'annexe 3 de l'arrêté préfectoral de juillet 2024 dont je vous ai parlé. Par exemple, la personne qui organise le brûlage doit s'assurer que le lieu est accessible aux services d'incendie, de secours. Le maire doit être prévenu aussi au minimum la veille de la réalisation du brûlage. Enfin, sachez qu'en cas de risque exceptionnel d'incendie, le préfet a toujours la possibilité d'interdire l'emploi du feu. Et les maires peuvent aussi suspendre l'opération de brûlage en raison, par exemple, de conditions climatiques ou conjoncturelles défavorables, ou pour des motifs de sécurité ou de salubrité publique. Ça nous permet justement de poursuivre sur les pouvoirs dont disposent les maires concernant justement le brûlage des déchets verts. Alors, le maire peut intervenir sur, on va dire, 2 volets. Premier volet, il peut intervenir sur le volet judiciaire. Les maires ont la qualité d'officier de police judiciaire et à ce titre, ils ont la possibilité, mais ils ont même l'obligation, en fait, d'informer sans délai le procureur de la République en cas d'infraction. Or, le non-respect, on va dire, de la réglementation qui encadre le brûlage des déchets verts, de manière générale, et constitue une infraction, notamment une infraction qui est prévue par le Code de l'environnement, une contravention de 4e classe. Cette contravention, elle concerne les particuliers. Et le non-respect de cette réglementation peut être constitué aussi d'un délit pour les professionnels. C'est aussi, voilà, je vous ai indiqué les références, vous pouvez consulter les articles. Donc, on est sur une infraction, on va dire, avec des peines plus importantes, puisqu'il s'agit d'un délit, donc ça peut aller jusqu'à 15 000 € d'amende. Parallèlement à ce volet judiciaire, le maire peut aussi agir sur le fondement de ses pouvoirs de police. Pouvoirs de police générale, c'est la police municipale. Donc, faut savoir que les maires peuvent agir justement pour assurer le bon ordre, la salubrité, la sécurité publique. Et sur ce fondement-là, donc, ils peuvent intervenir, ils peuvent prendre par exemple des arrêtés qui sont beaucoup plus stricts que ce qui est prévu par la réglementation. Et les maires peuvent également intervenir au titre d'une police spéciale, qui est la police des déchets, qui est prévue par le Code de l'environnement. Et le Code de l'environnement prévoit un certain nombre de leviers à disposition des maires en cas de non-respect de la réglementation relative concerne la gestion des déchets. Le maire peut, par exemple, prononcer des amendes administratives, mettre en demeure la personne qui est à l'origine, par exemple, du brûlage de déchets verts, de régulariser sa situation. Il peut notamment demander une consignation de somme, suspendre l'exercice des activités qui sont à l'origine qui sont à l'origine du brûlage, prononcer des astreintes. Voilà, donc il y a un certain nombre de leviers qui ne sont pas toujours connus de la part des maires
Il faut aussi ce dispositif est surtout adapté, on va dire, pour lutter contre les dépôts et de déchets et décharges sauvages. Et souvent, la problématique du brûlage, de déchets verts, lorsqu'elle est récurrente, peut être liée à une problématique de dépôt. Voilà, donc c'est pour ça que je souhaitais vous évoquer ce dispositif, parce que c'est un autre levier qui peut être actionné, justement pour prévenir, on va dire, voilà, les des brûlages qui peuvent être récurrents. Voilà, alors, je vous ai listé toutes les textes, on va dire tous les arrêtés qui peuvent, vous intéresser et qui concernent spécifiquement l'Isère. Voilà, je vous ai ajouté des liens, donc a priori vous pouvez retrouver les arrêtés, sur internet, hein, sans trop de difficultés. Il y a seulement un arrêté, j'ai vu que je vous avais mis un lien, mais il y a pas les annexes. Peut-être je vous le ferai suivre avec les annexes. C'est quand même intéressant parce qu'il y a des prescriptions à respecter justement dans l'annexe 3 pour, justement, l'arrêté du 11 juillet 2024. Et puis, on a ajouté également un certain nombre de ressources, donc ça c'est la suite des textes et on a ajouté une page aussi où on vous communiquera un certain nombre de ressources, que ça au niveau en tout cas au niveau juridique, notamment des pages qui ont été réalisées par la préfecture de l'Isère. Alors attention, toutes ces pages ne sont pas à jour de la réglementation. Pour avoir échangé avec, des techniciens des services de la DDT, voilà, il y a des pages qui sont en train d'être mises à jour. Donc, si vous ne sur ces pages, si les arrêtés, s'il n'est pas fait référence aux arrêtés dont je vous ai parlé, qui sont cités dans le diaporama, méfiez-vous, ça signifie que voilà, la page, du site internet n'est pas à jour. Donc, n'hésitez pas à, consulter directement les arrêtés en attendant leur mise à jour ou à prendre contact directement avec les techniciens, des services de l'État ou à voilà, vous rapprocher de nous si vous avez une question, à ce sujet. Je vous remercie. Je passe la main à Macha, sauf erreur de ma part. Merci Elodia. Alors, comme, Elodia vient de l'expliquer, donc, les maires ont un rôle pour prévenir et pour, sanctionner la pratique du brûlage des résidus, à l'air libre et d'après l'étude, de l'ADEME, de 2023, ces derniers se montrent, davantage préoccupés par les dépôts sauvages, qui sont également sous leur responsabilité et qui nécessitent une action de leur part. Et lors des entretiens, auprès des collectivités, ces pratiques ont été décrites, plutôt comme marginales sur leur territoire et pourtant, toujours d'après la même étude, d'après les personnes, les particuliers qui ont été, interrogés, 15 d'entre eux déclarent, tout de même, brûler au moins un de leurs résidus. Donc cette pratique, est, tout de même, bien présente, sur le territoire. Donc, en fait, les maires, ont des réticences à exercer leur devoir de police et en fait, ils rapportent éviter de sanctionner, du fait et préférer une posture pédagogique. Donc ils rappellent l'interdiction, ils sensibilisent à l'impact environnemental, mais c'est plutôt des interventions, informelles. Et en fait, cette posture est aussi liée au fait que, ils, ont du mal à sanctionner s'il n'y a pas de solution, alternative, sur le territoire. Donc, ça, c'est quand même un levier pour les collectivités et 28 des particuliers qui ont été interrogés déclarent qu'ils seraient, incités à ne plus brûler s'il y avait une réelle, verbalisation. Donc on voit bien le levier de cette sanction, pour, les collectivités. Donc comment gérer le phénomène, en plus de verbaliser? Il y a plusieurs, axes pour, limiter cette pratique.
quoi que vous mettiez en place sur votre territoire, les solutions doivent, dans tous les cas, s'accompagner d'une sensibilisation. Pour que, les, citoyens, arrêtent cette pratique, il faut déjà leur faire, comprendre les impacts et la réglementation. Donc vous avez plusieurs moyens pour cela. Vous pouvez procéder, via une communication écrite. Donc je précise que, France Nature Environnement Alpes-Haute-Provence a réalisé un kit de communication dédié, aux collectivités, dans lequel, vous trouverez des articles courts, des articles longs, pour, communiquer sur cette thématique. Donc ce kit vous sera fourni, à l'issue, du webinaire. Ne pas oublier, donc vous pouvez communiquer sur, vos, différents, canaux, que ce soit, vos bulletins municipaux, les applications mobiles, le site, web, les réseaux sociaux. N'oubliez pas les déchetteries. Ce sont des lieux où, les gens se rendent pour, traiter, leurs résidus végétaux, mais ils ne sont pas obligés de les apporter en déchetterie, ils peuvent les valoriser, in situ. Donc c'est un lieu, qui sont souvent oubliés, mais pourtant, qui, touche, un public, qui peut pratiquer, ce brûlage. Et je précise que toutes les saisons sont propices pour communiquer sur la thématique. Vous avez, par exemple, aujourd'hui, la journée nationale de la qualité de l'air. Sinon, le 22 mars, vous avez, la journée de l'eau. La semaine du compostage début avril. Il y a la journée mondiale de la biodiversité le 22 mai. La semaine de réduction des déchets fin novembre, la journée mondiale du sol, en décembre. Tous les mois, il y a une journée, sur laquelle vous pouvez, vous baser pour communiquer sur cette thématique qui est très large. Un autre moyen pour, communiquer, auprès de vos citoyens, c'est une communication active. Donc c'est-à-dire, en mettant en place des formations, des ateliers, des stands pour, sensibiliser à des pratiques de gestion différenciée des espaces. Donc, en faisant mettre en pratique, les solutions, les alternatives, aux particuliers, vous, les inciterez à agir, chez eux. Et puis un levier que l'on oublie, souvent, c'est l'éco-exemplarité, de la collectivité. Si vos techniciens, mettent en place une gestion différenciée des espaces verts, eh bien, les citoyens, auront, ces pratiques, mises en place, devant chez eux et du coup, ça pourra les inciter à les mettre en place, dans leur jardin. Et enfin, ce qui est très important, quel que soit, le mode de communication que vous sélectionnez, c'est d'utiliser des éléments de langage, bien particuliers. Il s'agit déjà de, faire changer le regard qu'ont les particuliers sur, cette ressource. En fait, les déchets, je tiens à le rappeler, c'est un déchet, c'est quelque chose dont on ne peut plus se servir. Or là, les résidus, végétaux qui vont être brûlés, eh bien, on peut, s'en resservir, on peut les valoriser. Donc il faut déjà, changer de vocabulaire et utiliser, le mot ressource, le mot résidu, et non plus, donc le mot déchet. Faut, savoir aussi que les arguments financiers, vont, toucher, la plupart des particuliers. Près de 6 personnes sur 10 sont sensibles à l'argument économique. Donc il ne faut pas hésiter à communiquer sur le fait qu'il y aura moins de frais de carburant, comme pour éviter les allers-retours à la déchetterie. On peut s'en servir d'engrais, de paillage, c'est gratuit. Il y a moins de coûts de traitement également pour la collectivité, puisqu'on en parlera après, mais le traitement des, résidus végétaux, coûte, quand même cher à la collectivité, notamment dans les déchetteries. On peut également faire des économies d'eau via le paillage, et cetera. Donc des arguments financiers ont un poids, et également, les gains de temps et d'efforts. Il ne faut pas hésiter à mettre en avant, qu'il y a moins de temps passé à entretenir les espaces verts, qu'il y a une réduction du temps de chargement, de déchargement, une réduction de l'entretien, moins de manutention, moins d'efforts à fournir. Donc ça, ce sont, voilà, plein d'arguments, pour lesquels les particuliers peuvent être sensibles. Et enfin, il y a également la sécurité pour soi-même, mais également pour, son entourage. La qualité de l'air est préservée, les risques d'incendie sont évités, et ça constitue un argument de poids.
Et enfin, lorsque l'on, veut, accompagner à changer de comportement, eh bien, il faut utiliser un dialogue encourageant. Il faut rassurer les individus, sur leur capacité de faire, de changer, pratique et donc il faut montrer, le côté aussi facile du geste, et montrer que ça peut être, très peu, voire, pas du tout contraignant de mettre en place une nouvelle, gestion. Un deuxième moyen pour, gérer, les phénomènes, et bien là, c'est, mettre en place des services. Donc, faut savoir que, près, des 3/4, des particuliers qui ont été interrogés, ils seraient incités à ne plus, brûler leurs, résidus végétaux si de nouveaux services étaient mis à leur disposition. Donc ça, c'est vraiment un levier, sur lequel vous pouvez vous appuyer. Les 2/3 sont en attente d'un assouplissement des services déjà à disposition. Donc là, on parle notamment, des déchetteries, qu'elles soient, que les plages horaires soient, plus importantes et que les quantités amenées par les particuliers puissent être aussi plus élevées, puisqu'il y a des réglementations, des contrôles, en déchetterie. Une autre solution, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ce sont des plateformes de, compostage qui traitent les résidus, végétaux des particuliers, des collectivités, également des professionnels. Et en fait, les gens vont pouvoir amener leurs résidus végétaux qui vont être soit broyés, soit compostés en fonction de la matière. Et les personnes vont pouvoir repartir avec du broyat, avec du compost. Donc ce type de plateforme s'appelle une végéterie. Faut savoir que, les végéteries donc, en fonction de la taille, coûtent à la collectivité entre 50 000 et 95 000 € à mettre en place. Mais il faut prendre en compte que la déchetterie derrière, sera moins moins, onéreuse puisque, elle n'aura plus à gérer, ses résidus végétaux. Il y a également le broyage à domicile. Donc là, il y a plusieurs alternatives qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit, avoir en interne, les outils, le matériel et les services, techniques pour, proposer cette, activité ou bien, faire appel à un prestataire. Il faut savoir que, le coût d'un broyeur, pour, ce type d'activité peut coûter entre, 3 000 et 5 000 €. Donc après, c'est une réflexion, à avoir au sein de la collectivité. Est-ce qu'il faut investir dans ce type de matériel qui sera utilisé de manière, de manière saisonnale ou bien, faire appel à une entreprise, privée? Il faut savoir que, le coût de traitement par l'entreprise, privée est environ de 20 à 30 € la tonne. Une autre alternative, c'est, la récolte en porte-à-porte ou en point de collecte ponctuel. Donc le porte-à-porte, il faut savoir que c'est, une des, pratiques les plus onéreuses pour la collectivité, mais c'est un service qui, se fait notamment dans les zones rurales où des personnes sont très isolées. Et sinon, les points de collecte ponctuels, se voient de plus en plus le jour, notamment, après les fêtes de Noël où, les particuliers, disposent en grande partie d'un sapin et les collectivités mettent en place des zones où, les particuliers peuvent venir déposer leur sapin. Donc dans les zones, urbaines, ça se fait, de plus en plus, notamment dans les quartiers où à la fin des fêtes de Noël, eh bien, les gens peuvent déposer dans leur quartier, dans une zone bien précise, leur sapin. Et alors les, techniciens de la collectivité viennent, les chercher. Et enfin, une belle initiative qui a vu, le jour, donc, dans le sud-est de la France. C'est une plateforme, d'échange qui s'appelle Bourse au vert et qui, permet de mettre en lien les personnes qui cherchent, de la matière végétale et celles qui souhaitent s'en débarrasser. Et donc, par exemple, un centre équestre peut mettre, à disposition, de la sciure de bois, ou en prendre, chez un particulier. En fait, ça permet de faire l'échange du troc de matière et donc dans ces cas-là, la collectivité n'a plus à gérer cette ressource et plus à la traiter. Donc ça, c'est un avantage aussi financier. Et dans les zones plus rurales, on trouve, également des prétothèques
Donc ce sont, des espaces où les particuliers peuvent déposer du matériel, notamment des broyeurs, et les mettre à disposition d'autres personnes. Alors toutes ces solutions sont intéressantes pour réduire la pratique du brûlage des résidus, mais attention, ça ne réduit pas la production de résidus végétaux. Là, on est vraiment sur, des alternatives qui permettent de les traiter. Et enfin, une des alternatives, c'est d'impulser des changements via des aides financières. Donc, beaucoup de collectivités s'y sont mises, notamment sur, les aides à l'acquisition de, composteurs, puisque, il y avait la problématique de, gérer, par les particuliers leurs ordures, notamment ménagères. Et bien, là, une partie des résidus végétaux vont pouvoir être, compostés. Donc, il faut savoir que pour, une collectivité, le coût, d'un bioseau, en moyenne est de 2,50 € hors taxe et un pack de 240 litres est environ à 27 € hors taxe. Donc vous pouvez, mettre en place, des aides, soit fixer un pourcentage, une prise en charge par la collectivité ou bien le prendre totalement en charge. Là, c'est à vous de voir. Et rappelons que, c'est les composteurs vont quand même diminuer au moins de 30 les coûts que vous avez de traitement des déchets ménagers. Donc ça a un avantage, double. Vous pouvez également donc, aider à acquérir des broyeurs ou même les prêter. Donc là, par contre, le prêt de broyeur, ça va impliquer que non seulement la collectivité va devoir acheter des broyeurs, donc c'est environ, 700 € hein, pour, des petits broyeurs ou entre 200 et 500 € pour des broyeurs vraiment, plus petits. Et là, vous allez quand même devoir après, ajouter à cela des frais, de gestion des prêts, donc frais, des salariés qui vont, gérer les prêts et aussi l'entretien du matériel, que ce soit le lavage, la maintenance et cetera. Donc ça, c'est un coût, supplémentaire à prendre en compte. Et pour l'aide à l'acquisition, c'est comme pour le composteur, vous pouvez, définir une enveloppe globale, qui va de 10 à 100 du coût, du prix d'achat. Alors des retours d'expérience ont été faits et sont intéressants, de ce point de vue-là. Certaines collectivités, précisent qu'il est important d'avoir, de lister des entreprises, ou des magasins dans lesquels acheter les broyeurs, puisqu'il est possible que, les particuliers achètent, du matériel de mauvaise qualité. Et puis aussi, il faut être vigilant au suréquipement. Des personnes peuvent finalement en avoir déjà un ou en redemander un et donc il faut, peut-être limiter les aides au foyer ou au quartier. Et enfin, une dernière aide, qui peut, se mettre en place, c'est l'aide à l'arrachage des haies monospécifiques à croissance rapide. Donc là, on parle, notamment du thuya ou, du laurier qui en fait, vont produire énormément de résidus végétaux et qui vont pas forcément être très intéressants pour la biodiversité. Et donc là, il y a, des collectivités qui ont mis en place une petite aide financière pour, impulser, un arrachage de leurs haies afin qu'ils, par contre, ils le mettent en place une haie diversifiée derrière. Parce qu'il faut être vigilant à ce qu'on n'en retire pas une haie pour mettre un mur, qui n'a pas de sens, écologique. Donc il faut être plutôt vigilant, via, cette aide-là. D'autant plus que lorsqu'on plante une haie, on n'a pas besoin de la déclarer en mairie. Donc ce qui est compliqué, c'est de, bien faire connaître cette aide à ses concitoyens. Alors enfin, quelles que soient, les solutions, que, vous, aimeriez, mettre en place sur votre territoire, l'ADEME a réalisé un document, un tableau très intéressant pour vous aider à, choisir des solutions qui sont, adaptées à votre territoire. Donc c'est un tableau que l'on vous fournira, hein, à la fin du, webinaire et qui s'appelle Autodiagnostic et qui vous fait en fait vous poser plein de questions pour en fait déjà caractériser votre territoire. Donc on va vous demander la superficie, la densité de la population, la typologie d'habitat, l'âge de la population, le relief, l'isolement des habitants, est-ce qu'il y a des zones OLD et cetera? Puisque tout ça, ça va permettre de paramétrer un petit peu les solutions les plus, adéquates
adaptées surtout à votre territoire. Et après, on va vous poser aussi des questions sur la pratique du brûlage des résidus végétaux sur votre territoire. Est-ce que les quantités de résidus végétaux produits par les habitants et également les motivations de la collectivité? Est-ce que vous avez, des moyens pour investir? Est-ce que vous avez des techniciens disponibles? Parce que tout ça, ce sont des questions qu'il va falloir se poser afin de choisir les solutions adaptées à votre collectivité. Et donc une fois que vous avez rempli, toutes ces questions, vous seront proposées plusieurs, solutions. Donc vous aurez des alternatives, des choix, une priorisation qui sera réalisée et vous pourrez du coup calculer les coûts, ça vous ferait pour mettre en place telle ou telle solution. Donc cet outil, vous sera communiqué, à la fin du webinaire et avec une notice, explicative pour, le prendre en main. Je laisse maintenant, la parole à Céline Lavis. Alors, bonjour, je reprends le son. Hop là. Donc, bonjour. Alors là, moi, j'appartiens à une communauté de communes, donc le Grésivaudan, qui est entre Grenoble et Chambéry. Donc là, qui est scindée en deux parties pour la gestion des déchets, parce que j'appartiens au service prévention de la gestion des déchets. Donc, je ne suis pas gestionnaire air, mais plutôt déchets. Donc, en tout, ça va concerner 27 communes et un peu moins de 75 000 habitants. Donc, la particularité, c'est que mon poste est vraiment dédié à plein temps sur cette thématique des végétaux. Donc, ce qui a été vraiment intéressant, c'est de développer plein d'outils et de supports. Donc, si tu veux passer le diapo. Donc, pour reprendre un peu ce qui a été dit, pour lutter contre le brûlage et puis contre le gaspillage de ces ressources, ce qui est important, c'est de faire comprendre aux gens que les végétaux sont vraiment des choses à garder dans les jardins et d'arrêter ces anciennes pratiques de vouloir toujours tout évacuer et on se retrouve perdant par la suite. Donc, ce qui est important, c'est de leur donner quelques clés et leur rappeler tout ça. Donc, on a dû mettre en place pas mal de documents d'information et de sensibilisation parce que c'est vrai que d'arriver en disant arrêtez de brûler ou arrêtez de tout jeter, si on n'explique pas, c'est un peu compliqué. Donc, on a pris les deux approches. Donc déjà de réduire en amont, donc d'éviter justement la production de surplus. Donc par exemple en choisissant la bonne place la bonne plante au bon endroit, pas prendre un arbre qui va faire 5 mètres alors que j'ai que 2 mètres de place, pas tondre systématiquement de partout, donc réfléchir un peu à l'usage de son jardin. Donc là, on a finalisé un livret, il y a quelques images après pour expliquer, mais un livret qui va reprendre tous les types de végétaux qu'on peut avoir et voir comment on peut les réduire et après comment on les valorise in situ. Donc, c'est pour aussi inculquer cette notion de ne pas gaspiller par le brûlage. Donc, comme on a aussi voulu diversifier ces outils de communication, là, on a tourné des tutoriels vidéo, donc avec par exemple le broyage des branches avec les différents types de broyage. Donc, que ce soit le broyage à la tondeuse, qui est souvent méconnu pour les petites branches, les broyeurs, voilà, ce genre de choses-là. Donc ça va permettre d'être diffusé justement sur les réseaux et de toucher encore plus de monde. On met en place aussi des illustrations pédagogiques, donc par exemple l'implantation de haies sèches à l'entrée de déchetterie ou là on a un projet de nouvelle déchetterie sur Crolles et on va intégrer un jardin avec les différents modes de gestion et toutes les valorisations. On propose aussi des ateliers jardin et malin, donc là qui sont, on se déplace dans les communes, pardon, et voilà, on explique un peu toutes ces techniques-là. On en profite pour faire des démonstrations avec un broyeur électrique, avec une tondeuse, pour que les gens puissent tester et se rendre compte en vrai comment ça marche. Donc après, pour vous donner un ordre d'idée, c'était combien? On a à peu près 550 participants depuis 2021. Pour 38 dates, on a une quinzaine de personnes à chaque fois qui viennent.
Donc, à savoir, ce qu'on s'est dit, c'est que c'était quand même un public d'initiés. Donc, ce qui était intéressant, bah, c'est d'aller toucher justement le public en déchetterie qui est pas forcément sensibilisé et comme on disait, qui peut peut-être brûler une partie des végétaux et en amener une autre en déchetterie. Donc là, depuis cette année, on fait des campagnes où on va auprès des usagers qui sont en train de déposer les végétaux et on a des conseillers bah, qui les questionnent là-dessus, qui leur montrent les solutions qui vont être possibles et qui leur lancent des petits challenges. Donc c'est quelque chose de super intéressant parce que ça permet de toucher, beaucoup de monde. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on dans notre, communauté de communes, on est vraiment très, très gros producteurs de végétaux. On est à 115 kilogrammes par habitant et par an, ce qui est énorme par rapport aux collectivités voisines. Donc, voilà, on a vraiment, matière à travailler là-dessus. Après, en termes de prévention, il faut aussi pouvoir toucher un peu toutes les strates. Donc c'est pour ça qu'on a eu fait une réunion d'échange technique avec, notamment des binômes, élus et techniciens pour essayer que les 2 aient le même son de cloche et se rendre compte aussi, des différentes difficultés et avantages. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que les jardiniers des communes sont aussi les modèles, pour les usagers. Et on a aussi un partenariat avec France Nature Environnement, donc on a pu faire, des sondages, auprès des mairies ou des autorités pour avoir vraiment des retours, terrain, donc c'est hyper intéressant et avec Atmo, avec, notamment bah, les relevés de particules fines suite à un brûlage, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus concret sur, ce qu'on dit en abstrait, d'avoir vraiment, des mesures, ça a été très intéressant. Donc là, tu peux passer encore. Donc voilà, là, c'est pour montrer un peu les exemples de supports de communication. Donc au-dessus, c'est le livret, donc avec justement ce rappel sur l'interdiction du brûlage et ses conséquences. Et là, on montre, aussi comment broyer différemment. Là, c'est des captures d'écran après sur les tutoriels qui vont sortir normalement, je crois, cette semaine. Et en dessous, bah, c'est des exemples, sur les ateliers et sur les stands, où on essaye vraiment d'être visible et d'apporter, du concret là-dessus. Et ensuite pour les actions, donc là, ça fait depuis 2021, on fait des subventions pour l'achat mutualisé de broyeurs. Donc voilà, c'était pour rejoindre ce qu'on disait, c'est que là, nous, c'est à partir de 2 foyers regroupés, donc on a une aide, qui est de 25 jusqu'à 40 de l'achat du broyeur. Donc l'intérêt, bah, c'est de pouvoir acheter un broyeur performant et comme on s'en sert pas non plus tous les jours et ben, au moins on se le prête. C'est dans une logique aussi de réduction, globale, des déchets. Donc là, pour donner quelques chiffres, depuis 2021, on en est à 39 broyeurs subventionnés et ça nous a coûté 9 000 € de subvention. Là, le gros du gros aussi, c'est la mise à disposition de broyeurs thermiques. Donc là, c'est une autre catégorie de broyeurs qui est plutôt de l'ordre de 20 000 € et qui peut broyer des branches de diamètre 10 centimètres. Donc c'est un choix qu'on a fait parce que plus gros, bah, c'est du bois de chauffage et ça a un rendement plutôt professionnel. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très efficace et qui permet de broyer pas mal de branches. Donc, on a un partenariat avec les communes qui, après, elles le mettent à disposition des habitants et peuvent s'en servir. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à vraiment bien marcher. Là, les plannings pour l'automne sont vraiment remplis. Et depuis qu'ils sont là, eh ben, on a broyé 168 tonnes. Donc, c'est à peu près 112 bennes de 30 mètres cubes. C'est les bennes qu'on trouve en déchetterie. Là, cette année, on se lance aussi sur la subvention pour une prestation de broyage à domicile par le biais d'une association de réinsertion par le travail. Donc, il y aura quelques communes desservies. Donc là, il y aura différents tarifs, mais c'était aussi pour proposer des solutions un peu adaptées. On avait travaillé à un plus gros panel sur une commune qui était un peu inaccessible. Donc on a lancé ça. On a aussi des permanences de broyage gratuits sur plateforme. Donc là, pareil, sur les communes isolées, parce on a aussi on est dans une vallée et on a les montagnes à côté, où les communes sont assez loin des déchetteries. Donc sur une commune, on fait des permanences de broyage 2 fois par mois, de mars-avril jusqu'à novembre. On fait aussi
ponctuellement, enfin, c'est que sur cette commune de la location de broyeurs électriques, mais c'est pas vraiment ce qui marche le mieux. Enfin, c'est pas une solution très adaptée chez nous. Et aussi, on a par contre les déchetteries qui ont une grosse amplitude horaire. Là, ça rejoint ce qui a été dit précédemment, c'est que c'est ouvert 7 sur 7 sur les 3 déchetteries de Plaine et c'est de 8h15 jusqu'à 6h moins le quart, donc c'est du non-stop. Donc voilà, là-dessus, on a une grosse possibilité pour déposer les végétaux. Donc après, je dois avoir quelques illustrations derrière. Donc voilà, ça c'est pour montrer le broyeur en action. Donc à gauche, c'est le monsieur en bleu, c'est un élu qui justement met la main à la pâte en parallèle d'une déchetterie mobile. Donc les gens étaient amenés invités à déposer leur branchage. À droite, c'est un usager qui broie chez lui. Donc là, il y avait 25 mètres cubes de branches et en 1h30, ça a été plié. Et à droite, c'est du broyage communal. Et en dessous, c'est des exemples de communication qu'on a là-dessus parce que on s'est rendu compte que vraiment la mairie était le meilleur relais de l'information, donc il fallait aider avec des supports de com et voilà, on essaye vraiment d'être disponible et de donner plein de supports possibles. Voilà dans les grosses lignes. Après, vous pourrez poser des questions. Merci Céline, De rien. c'est un très chouette retour d'expérience. Il y a Mm. plein de choses et merci à tous de nous avoir, écoutés. Alors je ne sais pas s'il y a des questions, Macha, Ouais, Élodie, est-ce que vous en avez relevé? alors moi j'en ai relevé une de Céline qui demande combien de brûlages ont été réalisés en une année après une autorisation OLD. Est-ce qu'on a des retours là-dessus? Ah, pour ma part, moi, j'ai pas de chiffres à ce niveau-là. Je pense pas, Emma, que tu aies des données, à J'en ce ai pas non sujet. plus, mais on peut poser la Je question, je pense que peut-être que la DDT, peut-être, serait en mesure de nous répondre, sur ce volet. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir, une idée, voilà, du phénomène, donc oui, question pertinente, mais enfin, voilà, nous, on n'a pas de données, en tout cas, pour répondre à la question. Ok, merci. Et c'est tout ce que j'ai relevé sur le chat. Si des personnes sont là et veulent prendre directement la parole et ouvrir leur micro, il ne faut pas hésiter. Ah si, moi du coup, j'en avais une. C'était sur les dérogations de brûlage pour lutter contre les plantes invasives. Est-ce que on est entre guillemets sûr que les gens sont informés vraiment des solutions face au type de plantes invasives? Parce que le feu n'est pas forcément la solution ultime. Donc quand on voit, enfin, chez nous, ça va être la renouée ou l'ambroisie, Mmh. mais enfin voilà, je pense pas que ce soit la solution ultime et je sais pas si ces solutions sont relayées. Je suis alors effectivement, hein, moi pour le volet, enfin réglementaire, Mm, rien n'est indiqué à ce niveau-là, hein, dans l'arrêté. C'est mm, pas il y a pas de on veut dire c'est une possibilité qui existe, néanmoins, c'est très juste, hein, il y a certainement moyen de lutter contre, les organismes nuisibles, via d'autres mesures que le brûlage. mm. Mais je ne sais pas dans quelle mesure la service de l'État, par exemple, réalise une communication sur justement les mesures à mettre en œuvre pour lutter contre les organismes nuisibles. Mais c'est très pertinent comme question. Effectivement, Mm. ça peut être intéressant. En fait, faudrait regarder, je pense un peu comme pour l'OLD, voir dans quelle mesure, qu'est-ce que ça représente en nombre de brûlages, euh, toutes ces dérogations. Et ça pourrait être intéressant, voilà, de se rapprocher des services de l'État pour avoir un peu plus d'informations à ce niveau-là, pour se rendre compte aussi de l'ampleur du phénomène. Si c'est Mm. quelque chose, on va dire, s'il y a de nombreuses dérogations qui sont délivrées, bah oui, effectivement, ça pourrait être intéressant de travailler sur, de sensibiliser les gens à utiliser d'autres peut-être leviers pour lutter contre les organismes nuisibles. Ouais, c'est ça, du coup, faudrait voir avec la DRAF ou la DDT Ouais, ce qu'ils ont comme. mais je pense que c'est intéressant.
Ce serait intéressant effectivement de se renseigner là-dessus. J'ai aucune idée de savoir quelle est l'ampleur, le nombre de dérogations, délivrées par an. Alors certainement qu'il y a aussi des brûlages qui sont réalisés, sans demande de dérogation. Oui, Mmh. Mais, oui, en tout cas, c'est quelque chose, enfin moi je le note. Je me rapprocherai des services pour leur demander ces informations. Je pense que ça peut être intéressant. On vous les communiquera. Ouais, ouais, c'est ça c'est chouette. intéressant parce que j'ai jamais vu trop de prévention en fait dans le cadre des espèces invasives pour les traiter en tout cas. J'ai jamais cherché très spécifiquement, mais en tout cas, Mais Ah, la question est d'autant plus pertinente qu'il me semble, l'autre jour, Emma, tu m'avais rapporté le fait, enfin, une situation où justement les gens justifiaient de brûler les déchets au motif qu'il y avait des tiques. C'était ça, hein, bah, c'était le... un peu une question Voilà. qu'on a vue quand on a testé le stand pédagogique. Enfin, c'est surtout FNE 74 qui ont eu cette question et du coup, oui, effectivement, ça rejoint un peu cette idée-là de détruire ce qui est nuisible par le feu, quoi, d'être sûr qu'on l'a éradiqué. oui, enfin, je rebondis là-dessus parce il y a la Fredon, c'est Ouais. la fédération justement d'expertise sur le végétal et qui lutte justement aussi contre bah, les tiques, les moustiques tigres et tout ça. Et bah, c'est vrai qu'il y a des volets qui peuvent, ouais, de peut-être les mettre en partenariat aussi. Je pourrais voir avec eux, oui, qu'au moins quand on met une dérogation en place, bah, dire est-ce que avant vous avez pensé à ça, 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 et puis ouais, Je ok. je sais pas, enfin, je ça serait intéressant de voir effectivement quand ils instruisent, ces demandes de dérogation, si effectivement il y a des échanges, de conseils en fait, hein, délivrés à cette occasion-là. C'est pas sûr puisque, lors des demandes de dérogation justement, il y a acceptation tacite en l'absence de réponse dans un certain délai donc, voilà et je pense que c'est un peu une, voilà, à voir comment ça se passe au niveau des services, mais oui, intéressant comme question. Juste pour faire un retour là sur les plantes, envahissantes, il y a vraiment la renouée, pour laquelle, voilà on parle de brûlage d'incinération, hein, et pas de brûlage à l'air libre, mais d'incinération parce que la montée en température dans le compostage ne suffit pas. Par contre, pour les autres, la montée en température, lors du compostage, permet d'éliminer en fait, les végétaux et d'empêcher la propagation éventuelle. Donc, c'est rarement, préconisé de brûler, les espèces envahissantes, hein. Ok. Merci, Macha. En tout cas, je trouve que voilà, les mesures que vous avez mises en œuvre sur le territoire de Rézivaudan sont très intéressantes. Enfin, en tout cas, c'est inspirant, je pense, pour d'autres collectivités. Ce sont des actions très concrètes et je pense que ça répond quand même bien à la problématique. Ouais, on espère. Moi, j'aimerais bien voir ce tonnage baisser. Et puis, et après, c'est comme on disait aussi, c'est hyper compliqué d'avoir un aperçu réel du brûlage. Parce que quand on avait échangé avec les maires et les autorités, beaucoup Mm. disaient, bah, OK, on en voit, mais c'est en régression ou il y en a plus. Et c'est vrai que c'est très compliqué bah, pour nous d'avoir des grosses données. Là, moi, j'en ai revu il n'y a pas si longtemps, mais je me dis que ça n'a pas été signalé ou pris en compte, enfin, alors que c'est des choses qui sont tellement visibles, mais ouais, c'est un peu dur. Ouais, dans certains territoires, c'est Mm, ancré comme ça et enfin, mm, on n'y fait même plus gaffe. mm, Mm. Disons que les points, enfin, les situations qui doivent attirer le plus notre attention, c'est effectivement les brûlages récurrents, c'est-à-dire lorsque les personnes ont pris l'habitude de brûler et la difficulté qu'on a avec le brûlage, c'est que finalement, enfin, c'est à l'inverse, par exemple, des dépôts de déchets, c'est que c'est très, ça peut être très ponctuel. Donc voilà, vous intervenez pour pouvoir les identifier, c'est pas toujours voilà évident. Mais c'est pour ça que je pense que ça suppose aussi de prendre en compte la problématique des dépôts de déchets verts, parce que mm. souvent, ce sont deux problématiques qui sont liées. Mm.
Il y a Et pas là, de ah oui, pardon. nous, on a encore juste aussi quelque chose en projet. Bah, là, maintenant que les supports de com évoluent, c'est qu'on va faire une plaquette à destination des mairies, donc pour leur redonner un peu le cadre et bah, mettre à jour aussi sur les textes, parce que ça, ce sont des choses qu'ils ne connaissent pas forcément, savoir que c'est amende classe 4 à 750 euros. Donc, reposer un peu le contexte et mettre aussi les solutions locales qui existent. Enfin, voilà, d'avoir un petit truc pour sensibiliser, parce qu'on avait vu qu'ils, comme vous disiez, ils veulent pas forcément sanctionner tout de suite, mais essayer de sensibiliser avant et dialoguer, mais voilà, de leur apporter vraiment ces petits éléments qui leur manquent. Moi, j'avais une question plus à destination des collectivités, justement. Je voulais savoir dans quelle mesure, enfin, les services de l'État vous tenaient informés de l'évolution de la réglementation. J'imagine que voilà, il doit y avoir une information auprès des collectivités hein, lorsqu'ils prennent de nouveaux arrêtés. Et voilà, est-ce que ces arrêtés avaient bien été identifiés? Je pense que oui, parce on les a revus, on les a vus publiés sur les sites de certaines communes notamment site internet de certaines communes. Donc voilà, c'est pour avoir une idée aussi de dans quelle mesure voilà, l'information circulait bien entre les services de l'État et les collectivités sur l'évolution de la réglementation, puisqu'on a encore des pages internet qui sont pas mises à jour. Mm, mm. Donc côté voilà, Oui, côté collectivité, comment ça se passe justement bah là, nous, on avait reçu, mais plutôt tardivement, un prospectus de l'Adréal qui avait été ou qui remettait un peu les choses à jour. Mais là, moi, j'avoue que pour ma part, ça avait plutôt été avec des réseaux et puis l'enquête de l'ADEME qui avait remis à jour le fait de passer de 450 à 750 euros parce que même ça, c'était très compliqué de retrouver si on n'avait pas l'article hmm, nulle part, même sur les sites de l'État, c'était pas à jour oui. quand c'est passé. Ouais. Mm. Oui, mais en fait, c'est toujours pareil, c'est qu'il y a un temps de latence entre l'évolution du cadre juridique et les supports d'information, de communication. Donc, ok, c'était juste pour savoir s'il y avait si le préfet vous écrivait lorsqu'il prenait un nouvel arrêté ou ce genre de choses. Bon, après, il doit y en avoir. Moi, je suis pas sûrement au courant de tout. Puis là, en plus, moi, je suis plus en gestionnaire déchets, pas gestionnaire air. Alors, est-ce que c'est Oui, allé d'accord. plutôt à mes collègues de l'autre direction là-dessus? Ça, je me saurais le dire. Ok, ça marche, merci. S'il y a pas de questions, on peut peut-être arrêter là. Donc encore une fois, on vous transmettra le diaporama avec toutes les ressources, une petite bibliographie, et puis le lien si vous souhaitez revisionner le webinaire ou si vous voulez aussi peut-être communiquer un peu sur ce webinaire, le diffuser autour de vous. Voilà, on vous enverra toutes les infos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, parce que parfois les questions elles Oui, à viennent revenir vers moi. a Ouais, posteriori. Voilà, si on peut au moins soit vous répondre ou en tout cas voilà vous éventuellement vous réorienter vers d'autres interlocuteurs. En tout cas, on a bien noté les questions, Céline, que vous avez posées. On les trouve ouais. pertinentes et on essaiera voilà de vous apporter des éléments de réponse. Ok, merci. En tout cas, c'était hyper intéressant d'avoir tous les appuis juridiques. C'est chouette. Ça remet tout le panel là-dessus, donc c'est bien. Merci pour votre participation à toutes les deux. Ouais. Mm. Eh ben, merci beaucoup. Bonne Merci à tous, bonne journée. soirée. Au Merci, revoir. bonne soirée. Au revoir. Au revoir.